Je veux vous présenter Monsieur le professeur anatome, pathologue, oncologue, pneumologue, professeur émérite, médecin-chef à l'hôpital Niguarda, qui s'est occupé de cancer au poumon, oncologie, etc. Et il est vraiment passionné pour la PNL, PNE, PNE. Il va nous parler de son expérience, surtout quant aux corrélations entre esprit et émotion. C'est un sujet qui sera par la suite abordé pour ceux qui n'ont pas pu visiter notre site. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas le rapport par M. Drabal sur le yoga. Il ne sera pas là pour des raisons de santé, mais il y aura quelqu'un qui va le remplacer, Monsieur le professeur Pavlich, qui va nous parler des propriétés miraculeuses de la zéolite. On a changé de sujet, mais croyez-moi, ce rapporteur aussi sera génial et super. Je laisse le micro à Monsieur le professeur Soresi et je vous prie de vous asseoir au plus vite possible. Bonjour à tout le monde. Je remercie Lorena pour son invitation. Je vais commencer en vous montrant deux couvertures. Il s'agit de deux livres que je viens de publier en 2005. La couverture a été changée en 2011 à l'occasion d'une exhibition qu'il y a eu au musée de Milan, grâce à la collaboration avec un philosophe, Galimberti, qui soutenait que la médecine ne prend en compte que les organes du corps. Il est venu chez moi pour arrêter de fumer. Il a pris 22 années après, il a arrêté de fumer. Donc, quelle est la leçon que l'on peut tirer de cela? À la lumière de la NPEI, c'est l'organisme travaille dans une situation de communication continuelle. Et il m'a envoyé la maison d'édition aux têtes. Et je sais que vous allez écrire un livre. Et j'ai décidé de reconstruire mon parcours, un parcours personnel. Vous voyez l'hôpital Niguarda où j'ai été recrutée comme assistant de l'anatomie-pathologie en 1966. J'ai fait le pathologue pendant 3 ans et après je suis passée au service de pneumologie vu que je suis fils d'un pneumologue. Et j'ai déjà été confrontée à une nouvelle réalité. Le cerveau, comme je l'avais étudié aux années 60, était, bref, peu connu. Et surtout, les régions préfrontales étaient peu connues, qui, par contre, sont nos chefs d'orchestre au sein de l'évolution des études. Il y a ce livre fantastique écrit par Damasio, qui dit qu'il n'y a pas de geste rationnel qui peut être scindé de sa composante émotionnelle, qui est fondamentale dans la lecture de ces nouveautés en neurophysiologie. Donc, toutes nos décisions sont conditionnées par le travail des deux hémisphères cérébraux et les deux régions préfrontales. L'une observe et l'autre pousse à décider. Il y a un neurophysiologue, Gazzaniga, qui chute des vidéos des joueurs échecs qui, étant
un traumatisme du crâne. Il est arbitre et doit décider des compétitions. Voilà un autre livre. Dans Letton, il était élève qui s'est enfui aux années 60. Il est allé aux États-Unis, il est devenu le plus grand expert de lobes frontaux et il a publié ce livre où il a dit que l'hémisphère droit est beaucoup plus raréfié et si ce réseau neural est plus défini, il le déplace à gauche. Ce n'est qu'aux années 1970 que grâce à l'IRM, on peut comprendre que la région préfrontale est plus activée, moins par rapport à la partie gauche, si la partie gauche l'emporte sur la partie gauche. Voilà son hypothèse qui remonte aux années 80. Michel-Ange avait déjà compris cette corrélation, cette activité et cette main qui est rapproché de l'autre peut bien représenter cette activité du lobe. Voilà l'un des 100 neuroscientifiques de par le monde. Il a découvert énormément de choses, parmi lesquelles les cellules souches qui, d'après un chercheur, étaient présents dans le lobe olfactif des souris et ne l'avait pas trouvé dans le lobe olfactif des hommes. Donc, si vous étudiez, vous pouvez établir un diagramme plastique où vous boostez votre hippocampe et vous pouvez améliorer vos compétences de connaissance et d'apprentissage. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet et de mon exposé, c'est-à-dire la découverte de la NPEI, qui a origine aux années 70 d'une tumeur des poumons, des cancers bronchiques à petites cellules et les tumeurs pulmonaires augmentées. Dans cette salle, il y a un chirurgien qui était présent même à l'époque et le cancer bronchique à petites cellules répondait très bien à la chimiothérapie. La chimiothérapie, à l'époque, était anecdotique. Il n'y avait pas de médicaments agressifs. Il y avait des médicaments moins agressifs, mais on avait des réponses spectaculaires. Une réduction de 50% de la tumeur. Et après, la tumeur disparaissait. Donc, à l'époque, étant donné sa structure endocrinienne, il pouvait disparaître. Donc, le tissu neuro-endocrinien a des caractéristiques précises. L'autre caractéristique, c'était qu'il pourrait apparaître avec des syndromes paranéoplastiques, c'est-à-dire des maladies du monde. Cela veut dire qu'après, par la suite, je découvrais qu'un malade me consultait pour une maladie inflammatoire et donc ce tissu neuro-endocrinien semblait devenir fou. La découverte du système neuro-endocrinien qui a été récupéré par la suite aux années 2000, quand j'ai compris le système, le mécanisme des cellules neuro-endocriniennes. Elles sont ubiquitaires. Elles sont des cellules dotées de petits grains qui sont capables de libérer, de relâcher et stocker les peptides. Mais quels sont les neurotransmetteurs? Les cytokines. Le rapporteur précédent a déjà abordé ce sujet. Les cytokines sont 47 IL1 et les IFN alpha, bêta font parler les cellules mutuellement. Et donc, quelle est la caractéristique de certaines cytokines? Les interleukines 1, 47 sont
inflammanogènes. Les bronchiectasies sont des inflammations des bronchioles. Et à un moment donné, cette dame, âgée de 48 ans, commence à tomber malade gravement jusqu'elle découvre qu'elle avait des problèmes relationnels avec son mari dus au stress. Elle ne me consulte pas pendant 2 ans. Je me suis séparée et je vais à l'église tous les matins. Donc, elle, sous stress, bombardée, l'organe cible, 5 interleukines, 11, 6 qui activent l'inflammation. Et voilà que la pathologie a disparu. Une autre histoire, elle avait 60 ans, ma femme de ménage, à un moment donné, son fils lui dit, je vais partir, je vais au Mexique. Et après, elle pressente une inflammation due à une arthrose très grave du genou. Et donc, elle a dû subir une intervention chirurgicale. Et donc, l'importance du bombardement des neurotransmetteurs peut déboucher sur une maladie. Et là, vous voyez l'autre système qui parle avec le système neuro-endocrinien, le système immunitaire. Et moi, le collègue Ravini, nous étions convaincus que l'immunité acquise était la base, tandis que l'immunité innée était moins importante. J'ai fréquenté il y a 2 mois une conférence très intéressante où participait Jules Hoffman, qui a reçu un Nobel pour ses études sur l'immunité innée des êtres vivants, c'est-à-dire ce qui nous diffère par rapport aux autres éléments du monde vivant avec lesquels nous entrons en relation. C'est en russe, Mekhinov, qui a découvert sur une étoile marine le macrophage qui mange tout et les cellules NK. Le macrophage est une cellule qui mange des germes, des bactéries, donc il produit des poisons qui détruisent l'antigène. Et donc, tous les jours, 100 millions de macrophages vont mourir. Donc, il s'agit d'un gladiateur essentiel pour la défense du système humain. Les natural killers sont des lymphocytes qui tuent les cellules tumorales. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'il y a une protéine de la membrane de la cellule tumorale qui invite le lymphocyte à le tuer. Et qu'est-ce qu'il arrive dans la tumeur? Elle produit une protéine PDL1. PDL1, c'est comme une arme contre les cellules tumorales. Et donc, si on enlève cette membrane, il active le système de défense. Si parallèlement, il élimine la PDL1, voilà une synergie opérationnelle. Donc, non pas seulement une oncologie, mais une immuno-oncologie qui peut donner des résultats très intéressants. Voilà la photo de Erich. Le lymphocyte. On prenait le sang d'un malade plein de lymphocytes, on le mettait dans un milieu de culture et on ajoutait des extraits de haricots. Et il arrivait que le lymphocyte blastisait, c'est-à-dire il reconnaissait les lymphocytes. Et quand vous êtes malade de rhume, vous blastisez parce que ces substances sont stockées dans votre mémoire et votre organisme peut réagir
quand il sera de nouveau exposé au même agent pathogène. Donc, je suis à l'hôpital quand il faut faire une greffe d'organes, je dois subir un traitement de blastisation. Mais la magie qui vient par la suite, c'est le là. Pendant que le lymphocyte blastise, il produit des hormones hypophysaires. On produit l'hormone de la croissance, il y a des informations de retour. Vous voyez tout cet univers biologique qui commence à se déployer. Cette découverte remonte à il y a 20 ans, précisément en 1995. Blalock a mis au point la définition de la NPEI, c'est-à-dire l'étude du mécanisme du système nerveux qui est à la base du cerveau. On va la voir par la suite, l'importance de ces structures de l'hypothalamus, l'importance de l'amygdale dans le dialogue qui se met en place entre ces deux systèmes. Donc, il provoque la réponse spontanée vis-à-vis d'un événement attendu. Donc, la douleur peut changer 80% dans l'effet placebo. C'est l'événement que nous étudions en réponse aux médicaments. Donc, c'est la réponse qu'on utilise. C'est pas vraiment un truc qu'on ne se fait pas, mais c'est un placebo parce que quand on est construit, notre effet placebo est construit avec nous. Et donc, le placebo, c'est comme un organe parce que nous sommes arrivés à comprendre avec des études que les antidépresseurs sont la chose la meilleure pour répondre à cette chose. Donc, notre réponse ne répond pas aux antidépresseurs parce que l'effet placebo est complètement changé par ma dépression. Et donc, après, je vais vous montrer ce que c'est l'épigénétique. Donc, avec l'effet placebo, sur mon livre, il y a une histoire très intéressante. Il y a un agriculteur avec un mélanome. Donc, le médecin est proche. Mais ce agriculteur suit Marie-Thérèse de Calcutta. Donc, il a un choc charismatique. Donc, cette explication a été publiée par Galimberti sur La République. Donc, nous reconnaissons comme extérieur et ce pathogène va arrêter l'effet des anticorps parce que les anticorps doivent avoir un équilibre. Donc, à la fin, la vie de notre agriculteur qui a un cerveau ancien encore, il est confiant dans Marie-Thérèse et cette confiance arrête l'effet des interférones qui font les cytokines ont pris les anticorps et donc la tumeur est guérie. C'est un modèle de guérison biologique miraculeuse mais qui en réalité a eu des raisons biologiques très importantes. Donc après, je vous dis le cas d'un ami qui avait une tumeur au rein métastatique. Elle avait des métastases au poumon et après nous savons que on ne peut pas enlever les métastases en enlevant le tumeur originaire. Et donc, il a dû subir une intervention chirurgicale. Donc, c'était un ami à moi, vraiment proche. Il a dû faire une intervention, mais il avait plein de métastases. Et donc, après, il a eu un protocole à Niguarda qui voyait de l'interférone 30 millions d'unités chaque semaine pendant 3 mois. Après, j'ai continué à faire ça. Il a fait cette thérapie qu'il a bien suivie. Après, il est guéri complètement. Donc, 2% des gens ont guéri de ce protocole. On a fermé ce protocole parce qu'il y avait trop peu de succès, on peut dire. Donc, c'est l'âge biologique. Donc, l'effet placebo, il y a des autres histoires sur mon livre, mais je dois continuer parce que c'est long à raconter. Après, il y a aussi l'effet de nocebo. Donc, j'ai été appelée par Adelphi. Et il y a cette femme de 56 ans, bronzée, mais très enragée, fâchée, philosophe.
parce qu'elle avait dû introduire les travaux de Jung. Et je la visite, elle avait un tumeur au poumon. Donc, je le dis à la femme, sur la clavicule, je le dis à la femme, donc c'était un peu comme dire qu'elle allait mourir. Vous devez dire ça à mon mari qui ça fait 2 ans qu'il me trompe. Et donc, moi, j'ai continué de fumer. Moi, j'étais là avec la femme et le mari, un mari très célèbre dans le secteur, on peut dire. Et la femme me dit de raconter à mon mari le problème, donc la tumeur. Et elle souriait. C'était un coup de théâtre. Donc, cette femme est morte il y a 6 mois après. Et donc, la liaison entre psyché et soma est très forte. Dans mon livre, il y avait aussi une autre chose très importante, une corrélation entre les deux pour l'asthme et les allergies, parce que c'était un patient qui avait l'asthme pendant la nuit. Donc, chaque mois, je lui donnais une thérapie, il améliorait. Après, je ne le vois plus depuis 3 mois. Après 3 mois, il me dit, bon, je suis guéri, mais vous savez, on ne peut pas guérir de l'asthme. Il croyait d'avoir une malédiction. Donc, il a fait une sorte d'acupuncture au lit et il est magiquement guéri. Donc, il a commencé à visiter un psychiatre. Donc, quand il avait des problèmes psychotiques, on peut dire que... Après, j'ai eu un collègue qui m'a dit qu'il utilisait la NPI pour guérir les allergies. Donc, il était un ingénieur. Ce naturopathe a fait lui a fait comprendre qu'il était allergique aux chiens par rapport aux chats. Donc, moi, j'ai essayé de faire cette chose avec les graminacées, mais rien n'a changé. Et donc, après, à la fin de mon livre, il y a cette citation. Il y a 300 avant l'année de Christ, tous les hommes et l'esprit qui dirige le corps vers la santé ou vers la maladie, comme vers tout le reste. Donc, on a eu des choses toujours différentes. Donc, j'ai lu en 2008 ce livre très intéressant d'un psychanalyste de Oxford, Sue Garrett, qui avait l'habitude de prendre les enfants avec des malaises et à travailler avec eux. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit que la malaise de ces enfants doit être écrit selon les neurosciences à la construction avec des problèmes des cerveaux des enfants. Donc, qu'est-ce que je vais focaliser dans mon livre? Le concept de l'évolution du cerveau. Donc, l'Homo sapiens, on n'a pas encore un bon cerveau quand on est, parce que ça doit devenir 1,5 kg, tandis qu'à la naissance, c'est 700 grammes. Donc, en relation à l'environnement, on trouve une évolution importante. Mais quand on se trouve dans l'environnement, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a n'importe quoi. C'est tout en construction. C'est la genèse des neurones, des cellules souches. Donc, c'est une usine. Tous les organes ont des mécanismes des apoptoses, le suicide cellulaire, pour arriver à l'organe parfait, pour éliminer les organes qui ne travaillent pas, pour être parfait. Donc, notre cerveau, 50% des neurones doivent mourir. Ils se suicident grâce à des signaux qui sont internes mais externes aussi. Donc, il y a une organisation des neurones et les neurones, certaines fois, sont nés déjà spécialisés par exemple, le neurone de la vue. S'il y a un enfant né avec des problèmes, la cataracte, donc l'enfant ne pourra jamais voir bien parce que son neurone est déjà comme ça. Donc, après, il y a des migrations, il y a la différenciation, donc il y a des mécanismes dans lesquels notre cerveau va se construire liés à l'environnement. Donc, si il y a des malaises dans l'environnement, donc il y aura des problèmes aussi dans notre cerveau.
Bon, après, il y a tous les problèmes qui peuvent arriver, mais après, il y a la construction des synapses donc à 6 mois, à 2 ans. Donc, vous voyez, il y a une élimination des redondances. Il nous faut simplement une base des choses. Dans les dernières 3 années, qu'est-ce qu'ont été nos études? Donc, les structures limbiques, l'hypothalamus et l'amygdale. Donc, l'hippocampe, l'hypothalamus arrive à la 3e année de vie. Donc, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Qui a bien étudié la mémoire implicite? C'est Monsieur Mancha qui a publié un livre où il utilise ce thème de la mémoire implicite qui nous amène à la vie, donc qu'on ne peut pas se rappeler, a été trouvé par des alcoolisés qui ont été trouvés qu'il y a des psychothérapies qui ont failli. Donc, qu'est-ce qui se passe quand notre cerveau se forme? Il y a des choses fondamentales, la tolérance au stress, l'effet placebo et la résilience. Dans ces années, on construit cette notre potentialité dans la relation avec le monde extérieur. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'en 2006, j'ai eu une mail de l'Angleterre, un homme de 36 ans, il avait eu une tumeur à la pleure, donc, et il a donc devait mourir, le pauvre. Qu'est-ce qui m'a touché? C'est sa résilience. Il a lutté pendant 8 années. J'ai inventé n'importe quoi, vraiment, chimiothérapie, radiothérapie, alimentation, cellules souches en Allemagne pour avoir une réponse immunitaire plus forte. J'ai fait n'importe quoi vraiment, mais il est mort 8 ans après. J'ai été vraiment touchée par sa résilience. Il n'a pas arrêté de se battre contre la maladie. La résilience, c'est-à-dire, c'est la torsion du métal. On l'a vu dans les enfants des îles Hawaï. Son parent, on se base sur la construction de notre cerveau. Dans le livre, moi, je parle du gars en l'appelant Ulysse. Et ça, c'est la dernière lecture que je suis en train de faire du connectome. C'est le génome et la singularité. Donc, la dernière chose que j'ai trouvée, bon, il y a des... Qu'est-ce que c'est les connectomes? Ce sont tous les synapses qui se construisent quand on fait des actions et on crée un connectome dont c'est la variété biologique des singularités. Donc, c'est un PC où on peut laisser la place à notre cerveau opératif. Donc, Dr. Sewing. Ce livre, je l'avais déjà lu en 2004. C'est un livre très important, écrit par une chercheure très importante qui a découvert les récepteurs des opiacés. Elle les avait trouvés en travaillant avec du méthadone. Donc, un succès du monde. Le Nobel a été pris par son prof. Elle a écrit beaucoup de livres pour dire sa vérité sur les récepteurs. Donc, qu'est-ce qu'elle a trouvé avec les récepteurs des opiacés? Donc, il faut avoir des opiacés. Il y a des opiacés, donc elle a trouvé les bêta-endorphines qui parlent avec les récepteurs des opiacés. Donc ça, c'est un système de communication où les bêta-endorphines parlent avec les récepteurs des opiacés. Donc, si ce système a été bien fait, paramétré, ça marche bien. Tandis que s'il y a des problèmes, on aura des problèmes par contre. Donc, on peut avoir 70 récepteurs. Donc, dans mon livre, moi, je raconte l'histoire de Mango qui est mort d'attaque cardiaque pendant un concert et le frère est mort l'année après. Et les autres 3 frères ont été sauvés 3 jours après parce qu'ils ont eu un neuropeptide Y
qui libèrent trop de neuropeptides epsilon et pour cela, ils sont morts d'attaque cardiaque. Et donc, on peut voir de cette façon beaucoup de maladies. Donc, c'est une photo que j'ai prise dans une leçon. Vous voyez des bêta-endorphines qui sont ici. Et là, vous voyez les récepteurs. Donc, quand les bêta-endorphines sont libérées, les récepteurs sont prêts à les accueillir. Donc, ces récepteurs, donc on n'a pas 70 récepteurs pour 70 bêta-endorphines. Donc, ils vont se modifier pour parler l'un avec l'autre. Donc, qui a été découvert dans un protozoaire titravine. Ce protozoaire, c'est le récepteur qui nous intéresse. Cela, c'est le développement pour ce que nous avons étudié de l'évolution du développement, qui c'est différent par rapport à l'évolution linéaire, parce que nous pouvons avoir un génome qui codifie mieux notre organe, et donc il y a une différence entre nous et les singes. Donc tous ces discours, ou les oursins, c'est un cas que j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je suis arrivée sur les études des lymphocytes. Cette fille qui souffre d'anorexie et boulimie, donc maladie où c'est ton inconscient qui dit tout ne doit pas exister. Donc, elle tolérait pas les hormones, elle gonflait. Donc, elle pouvait pas, on pouvait pas la traiter parce qu'elle tolérait rien. Donc, phytothérapie simplement, mais on n'avait rien. Donc, papillomavirus aussi parce qu'il n'y avait pas de réponse immunitaire. Donc, pour une série de circonstances d'un gars avec un tumeur à la pleure, j'ai commencé à parler avec un médecin et qui faisait un examen particulier. On voit, moi, un examen de cette fille, on va étudier ses récepteurs. Tous les petits points rouges que vous voyez, ce sont tous les récepteurs hormonaux. Tous les rouges sont des cytokines fluorogènes qui bombardent les récepteurs. Donc, le stress d'anorexie et boulimie va bouleverser les cytokines. Et de cette façon, cette chose va bloquer les hormones dont sont des récepteurs. Donc, les hormones ne peuvent pas parler avec les récepteurs s'ils sont bombardés. Donc, en même temps, ce médecin m'envoie cette étude où on voit qu'au niveau expérimental, il y a on a fait toutes des choses pour nettoyer les récepteurs. Donc, pour 9 000 €, on a eu tous ces médicaments. Donc, j'ai convaincu aussi les parents. Ça, c'est une chose importante à dire. Donc, vous voyez le miracle. Donc, on a fait vraiment un bon travail et on a tous les récepteurs qui travaillent maintenant. Donc, elle a des relations sexuelles et donc, tout ça marche hyper bien. Donc, c'est une maladie psychogène qui, en réalité, est une maladie biologique conditionnée par une condition de stress. Et ça, c'est le stress dont je vous parle. Mais pourquoi c'est important le stress? Parce que moi, je peux naître déjà stressée pour des raisons épigénétiques. Donc, c'est quoi l'épigénétique? Donc, c'est un souris qui a été classé pour être obèse. Si cette souris obèse commence à manger des H3, donc je vais stabiliser le gène, donc il ne va pas produire la protéine et donc il a un enfant complètement normal. Donc vous voyez l'importance de l'épigénétique. C'est la raison pourquoi il y a 7 milliards de gens tout différents. Donc, et quel est notre défi? Moi, je peux naître déjà stressée. Je peux être déjà stressée avant de naître parce que j'ai hérité, on peut dire, il y a des enfants de grands-pères qui sont allés dans les champs de concentrement, ils sont nés déjà stressés pour ce qui était le problème des grands-parents. Donc, le fils d'un couple déprimé sera déprimé lui aussi. Donc, il doit prendre des antidépresseurs parce qu'il est stressé, il est déprimé. Donc, comment on peut s'aider du point de vue des défenses biologiques? Ça, quand j'ai été invitée à présenter un livre, on a parlé de la mindfulness. C'est une technique d'autorégulation qui
essaye d'entrer dans le moi biologique. Le moi biologique, c'est quoi? C'est ça, le fait que nous savons que nous avons une conscience, nous maîtrisons notre conscience et notre ego. Donc, la seule possibilité que nous avons, c'est d'être plus attentifs à nous, à la nourriture, au fitness, à la salle de sport, toutes les choses qu'on peut choisir. C'est avoir attention à nous, à notre ego, le bouddhisme, la méditation, on peut dire. Et après, la dernière chose qu'on a trouvée dans la médecine, j'ai parlé de gastroentérologie et je pensais qu'il parlait d'un lien, donc on parlait de microbiome et du microbiote. C'est quoi le microbiote? C'est un pool génétique qu'on trouve dans nos intestins. Il y a tous les germes de nos intestins. C'est 100 fois plus par rapport au génome humain, donc ça peut changer complètement notre système. Donc, c'est une chose qu'on a trouvée dans les dernières années et qui a révolutionné la médecine parce que nous pouvons être déprimés parce que nous avons un microbiote inadéquat. On peut être autistique pour cette raison aussi. Donc, on doit chercher à comprendre notre biote et pour un transplant de selles, on peut avoir une amélioration. Avec cette transplant des selles, on peut parler, par exemple, de morbes de Crohn, des maladies auto-immunes. Toutes ces observations qui sont en train de changer la médecine. Vous voyez, les relations, ça c'est un des travaux qu'on a vu dans les dernières années. L'axe entre cerveau et le microbiote, on peut voir l'interaction qu'il y a entre eux. Je peux avoir faim pendant la nuit parce que j'ai un microbiote qui est inadéquat. Après, je vais terminer d'une façon complètement différente. Donc, c'est notre corps qui va conditionner notre esprit. Cette phrase de Nietzsche, il y a plus raison dans ton corps que dans ta meilleure connaissance. Merci beaucoup. Un petit flèche sur mon dernier livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est quoi un mitochondre? C'est une bactérie ancienne qui vivait il y a des années. Donc, qui allait à méthane. Ce mitochondre est passé aux oxygènes. Et pourquoi j'écris ce livre? Après, j'ai lu un article très intéressant parce il y avait un examen sur de la cuisse, des microbes de la cuisse. Et après, on a vu qu'il avait entraîné 40 minutes 3 fois chaque semaine ces gens de 60 ans. Après, les mitochondres n'étaient pas changés du tout. Donc, les mitochondres, mon amour, c'est quoi le futur de la biologie? Travailler sur le fitness, sous la forme physique des patients. Donc, dans chaque cellule cardiaque, il y a 5000 mitochondres. Chaque fois que vous les activez, donc vous arrêtez le vieillissement. Donc, les mitochondres peuvent aussi inflammer les tissus. Donc, s'ils ne meurent pas, il va beaucoup mieux. Donc, les dernières études qu'on a fait au IEO, en oncologie, des femmes opérées aux tumeurs au sein avec des problèmes de récidive, si elles restent toujours à la maison, elles ont eu beaucoup plus de récidives par rapport aux femmes qui allaient aux salles de sport. Parce que les cellules tumoraires souffrent l'oxygène. Moi, je dois produire beaucoup plus d'oxygène. Merci à tous. Grazie mille, professor Soresi. Grazie. Quindi ci si può ammalare, si può gestire la malattia e si può anche dare avvio ai processi di autoguarigione occupandosi di sé in vari modi, giusto? Ok. Allora, ringraziamo tanto il professor Soresi e